Géopolitique sommet États-Unis-Afrique, Washington dans une diplomatie de propagande. Nous nous interrogeons ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Après les sommets France-Afrique, Russie-Afrique, Turquie-Afrique, Chine-Afrique et Japon-Afrique, c'est au tour de Washington de concrétiser l'idée reçue à Abuja par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, un sommet USA-Afrique avec les responsables américains et africains pour mener une politique diplomatique de smart power permettant de transformer leurs relations actuelles. Un sommet hautement stratégique, mais pour qui? Quand on sait pertinemment que, jusqu'à preuve de contraire, Joe Biden est dans sa phase plus que de mi-mandat. Il est certainement utopique de penser que les fondamentaux de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique sont modifiés au gré des présidents qui se succèdent, quelle que soit leur appartenance partisane. Étant proposés aussi bien par la Maison-Blanche que par le département d'État, le département de la Défense, le Conseil national de sécurité et les différentes agences de renseignement, le tout sous des rapports de force et d'influence des différents lobbies puissants, il nous semble que quelques ajustements ils sont apportés en tenant compte de la nouvelle ère marquée particulièrement par les conséquences de la crise, on va le dire, du Covid-19, et sans oublier l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, qui bientôt va arriver à plus de 2 ans. Eh bien, traditionnellement, la conception de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique est faite de sorte à centrer la politique de sécurité sur un axe Nord-Sud et de créer une zone américaine de coopération, y compris l'Amérique latine, la Sibérie, l'Océanie et une partie de l'Afrique. Au travers du décryptage des différents discours politiques, on pourrait comprendre que la sécurité nationale des États-Unis n'est plus pensée en termes stricts de calcul militaire. Sachant que la prérogative d'une puissance influente est de pouvoir gérer son environnement externe, les sources de la force et de l'influence américaine étant au nombre de 4. Puissance militaire, influence diplomatique culturelle, indépendance relative en ressources naturelles, compétitivité dans le commerce international et, en ce qui concerne les 2 premières sources, les États-Unis d'Amérique continueront à montrer leur volonté d'utiliser leurs forces militaires, ce qui bénéficiera de l'influence diplomatique. Apparemment, ils se prennent pour Dieu sur terre et aimeraient bien apporter leur hégémonie sur le continent africain. Partant donc de ces principes fondamentaux, les États-Unis d'Amérique devraient se comporter, et surtout comporter leurs activités de politique étrangère et leurs entreprises économiques et commerciales dans une zone de coopération définie par 2 sous-ensembles. Le bloc hémisphère occidental qui correspond à l'ensemble du continent américain et l'aire d'intérêt spécial correspondant à l'Afrique et la Méditerranée qui au demeurant sont des 2 zones d'intérêt communs pour l'Algérie et les autres pays. D'ailleurs, pourquoi organiser un sommet USA-Afrique? L'Afrique n'en a-t-elle pas marre de tous ces sommets qui, à la fin, ne lui ont absolument rien apporté? Oui, je vous ai cité plusieurs sommets. Je vous parle déjà France-Afrique, on le sait, c'est depuis la nuit des temps. Russie-Afrique, Turquie-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique. Finalement, à quand un sommet de l'Afrique avec les autres sur le continent noir? En tout cas, nous nous interrogeons. Géopolitique sommet des sommets États-Unis-Afrique, Washington dans une diplomatie de propagande, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, et les journalistes d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Sib Chelongos. Je dis bonjour aux techniciens. Je dis bonjour au top management de Panafricanist TV. Bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, n'est-ce pas, de cette chaîne qui monte en puissance et qui est une alternative justement à notre combat contre l'impérialisme du bloc occidental, contre l'ingérence du bloc occidental, contre la criminalité internationale, mais surtout contre la France-Afrique, parce que notre lutte justement est orientée justement contre les métastases et les méfaits, n'est-ce pas, de ces technostructures politiques et géopolitiques qui, depuis bientôt, n'est-ce pas, un siècle, s'est emparé et a pris en otage certains pays, n'est-ce pas, ces États africains,
Je dis bonjour à ces Africains du côté de la Guadeloupe, l'île de la Réunion, du côté de la Martinique, du côté des États-Unis, où nous avons justement une grande communauté panafricaniste. Quand je l'ai dit, comme à mon habitude, si je longo, je vais commencer par un coup de gueule. Depuis bientôt un an, les pays qui sont engagés dans un processus électoral ou de transition, notamment la République centrafricaine, le Mali, n'est-ce pas, le Burkina Faso, font l'objet de pressions internationales, alors que ces pays sont confrontés à une crise sécuritaire dans leur pays. Et on leur demande d'organiser les élections dans ce contexte. Je voudrais également, dans ce sillage, convoquer le cas de la République démocratique du Congo, qui fait également l'objet de pressions internationales dans la perspective, n'est-ce pas, de l'organisation d'un processus électoral. Je voudrais leur opposer une contre-vérité qui est factuelle. Zelensky a été élu président en 2019. Oui. Je crois qu'il a un mandat de 5 ans. Et bientôt, nous serons rendus en 2024. Est-ce que ces prétentieux, ces arrogants, qui font pression aux États africains, confrontés à l'insécurité, est-ce que ces arrogants vont demander à Zelensky, dans le contexte sécuritaire qui est le sien, d'organiser les élections en Ukraine? Je souhaiterais justement que ces mêmes arrogants et prétentieux, donnent des leçons universelles, qu'ils fassent pression à Zelensky, n'est-ce pas, d'organiser les élections présidentielles en 2024, parce que je crois que c'est en 2024 que va arriver à son terme son mandat de 5 ans, je crois précisément au mois de juin ou 2024. Donc, je souhaiterais que les mêmes gens fassent pression à Kiev, qu'ils organisent les élections, la même pression qu'ils font contre la République centrafricaine, contre le Mali, contre la République démocratique du Congo, entre autres, dès lors qu'il s'agit du continent africain. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici, et moi de vous poser la question: avec qui Zelensky va-t-il organiser les élections du côté de l'Ukraine, quand on sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'Ukraine est vide. Il n'y a plus de population ukrainienne à proprement parler. Allez savoir. Une question nous taronne l'esprit, Albert Anatola, ici, on parle du sommet États-Unis-Afrique, Washington, dans une diplomatie de propagande. Qu'est-ce qui se cache, Albert Anatola, ici, derrière ce sommet? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous plonger dans des éléments factuels et historiques, voire contextuels. Vous avez observé, Steve Longos, que depuis que l'Afrique, certains États africains en tout cas, ont choisi le non-alignement dans le contexte de la crise ukrainienne, je préfère ce terme. Il y a une sorte de balai diplomatique, n'est-ce pas, des officiers américains sur le continent africain. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas non plus un hasard. Lorsque Washington déploie pratiquement tous les jours sur le continent africain ses représentants officiels. Il est question justement pour Washington, qui au nom de là s'est engagé dans une politique à la fois de soft et de hard power, de harceler carrément ces États-là pour qu'ils prennent position dans le cadre, n'est-ce pas, de cette crise que j'ai convoquée tout à l'heure, c'est-à-dire condamner ce qu'ils appellent l'invasion russe de l'Ukraine. Ça, on voit les éléments factuels, mais derrière ces éléments factuels, il faut convoquer le contexte. Le contexte dans lequel intervient justement ce balai diplomatique, c'est à la fois la mise en place des nouveaux blocs, c'est-à-dire le bloc multipolaire, la mise en place des BRICS, qui constitue une alternative au G7 du bloc occidental, également, mais aussi et surtout la crise économique qui s'annonce parce que la plupart des États actuellement sont engagés dans un projet ou dans un processus de dédollarisation de l'économie mondiale. Parce que depuis pratiquement des siècles, le dollar américain a dicté sa loi sur toute la planète entière
Et aujourd'hui, il est question de penser à autre chose. Ces sommets interviennent également dans le contexte où le bloc occidental, plus généralement, mais surtout le continent européen, pense que l'Afrique, c'est leur avenir, non seulement en termes d'opportunités, d'affaires, en termes de relations commerciales, mais surtout en termes d'influence géopolitique et stratégique. Voilà la situation qu'il faut également convoquer sur la table. Alors, puisque nous parlons des sommets, il s'est tenu la semaine dernière du côté de Garonne, nous sommes là du côté du Botswana, un autre sommet États-Unis d'Afrique, là maintenant c'était consacré aux affaires. Vous avez donc des officiels américains qui y étaient, et vous aviez un Larbin qui était considéré comme l'invité spécial de cette affaire-là, qui s'appelle Bazoum. Et vous avez donc, il est donc question justement de réajuster, il est question de réajuster ces rapports avec le continent africain. D'abord du point de vue commercial, du point de vue des échanges commerciaux qui ne valent rien à côté des échanges commerciaux du continent avec la Chine ou par exemple avec la Russie. Je voudrais vous faire comprendre qu'aujourd'hui avec la loi, qui est cette loi qui avait été mise en place il y a un peu plus d'une décennie, ça a été un échec cuisant. Ça a été véritablement un échec. Donc aujourd'hui, il est question de trouver des alternatives. Pourquoi? Parce que Washington se projette dans la perspective de maintenir certains États africains dans le giron du dollar. Donc, en plus, pour eux, comme tout à l'heure je l'ai indiqué, le continent africain, c'est également un continent d'opportunité. Je voudrais quand même vous rappeler que d'ici 2050, le continent africain représentera un quart de la population mondiale. Donc c'est beaucoup, parce que non seulement c'est un vaste marché, dans le contexte actuel de plus d'1 milliard, d'environ 1,4 milliard d'habitants, c'est un vaste marché. C'est le continent qui regorge le plus grand nombre de matières premières dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur industrie, leur économie. Mais en plus, il est question également pour Washington de bloquer certains projets majeurs du continent africain, notamment en ce qui concerne cette zone de libre-échange continentale, qui va justement permettre au continent africain de parler d'égal à égal avec des autres marchés, notamment le marché européen, le marché américain, parce qu'il est quand même paradoxal que vous avez le cacao qui est cultivé, n'est-ce pas, sur le continent africain, oui, et que son prix est fixé, n'est-ce pas, dans les bourses de New York bien européennes. C'est paradoxal. Vous avez nos forêts qui sont détruites et le prix de ce bois-là est fixé par d'autres marchés que les marchés africains. Donc, il est donc important que désormais, dans le contexte du basculement géopolitique que j'ai tout à l'heure convoqué, que l'Afrique ne soit plus ce vaste marché, parce que c'est ça qui est la question, parce qu'ils veulent maintenir le continent africain dans un état de consommation et non de production de richesses, de plus-value ou de chaîne de valeur. Alors, il est donc question pour eux de revenir sur le continent africain, faire une sorte de, ce que vous avez tout à l'heure, non pas seulement de la propagande géopolitique et diplomatique, mais également faire de la prospection. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter que le continent africain reste et demeure ce continent qui avale, n'est-ce pas, tous les déchets qui sont produits outre-Atlantique ou bien outre-Méditerranée. Il est important, juste là, pour cela, que nous ayons sur le continent africain, n'est-ce pas, des dirigeants éclairés. Alors, est-ce que les États africains vont encore accepter une nouvelle fois d'être assujettis par l'Occident? Malheureusement, tous les indicateurs me laissent penser que certains sont en train de vouloir continuer dans cette voie. Je voudrais quand même vous rappeler que dans le contexte du sommet qui s'est tenu du côté de Botswana la semaine passée, vous avez, avant la fin de ce mois, un autre sommet qui va se tenir du côté de Saint-Pétersbourg, voilà, j'y arrive, Saint-Pétersbourg du côté de Moscou, qui va justement rassembler les États africains
avec la Russie. Donc, je pense qu'il est également là, comme j'ai dit tantôt, dans le contexte actuel, Washington est en train de s'engager dans cette dynamique de propagande diplomatique, commerciale et géopolitique. Est-ce que les États africains? Oui. Malheureusement, la plupart des indicateurs, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'il y a un larme qui a fait office d'invité spécial, c'est-à-dire Bazoum, qui a décidé de transformer son pays en base militaire de toutes les armées occidentales que vous connaissez. Donc, c'est pas anodin que justement, ces larmes soit invité spécial. Vous aviez le Zimbabwe, entre autres, dont les dirigeants ont été invités à cet autre sommet qui avait une vocation commerciale et économique. Donc, je pense qu'il faut que les Africains trouvent des alternatives. Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs, et aussi opportunément, vous avez opportunément pour la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique ne devrait pas héberger un sommet de son initiative. C'est une question majeure. Parce que c'est une question majeure. Pourquoi? Parce que déjà, sur le continent africain, nous avons de la peine à avoir une convergence à la fois de vue et d'intérêt. Allez dans tous les sommets que vous voulez, vous verrez que la voix de l'Afrique sera toujours dissonante. L'Afrique parlera rarement d'une même voix, d'une même et seule voix. Il y a toujours des voix dissonantes, des positions divergentes, lorsqu'il s'agit, là où il s'agit d'adopter une posture de convergence à la fois de vue et d'intérêt. Donc, et c'est dans cette brèche où s'engouffre très souvent cette criminalité internationale pour venir nous foutre le bazar que nous connaissons sur le continent africain, dit corrompre certains, vassaliser d'autres, tuer ceux qui sont très très têtus, qui n'obéissent pas à leur agenda. C'est ce qu'il est question. Donc, aujourd'hui, je pense que là, Kwame Nkrumah avait pratiquement raison en tant que visionnaire panafricaniste, à savoir qu'il faut que l'Afrique soit unie. Et il est essentiel que l'Afrique ait une unité politique, et c'est important. Et tant que l'Afrique n'aura pas cette unité politique, nous aurons toujours, à l'intérieur du continent africain, des larmes comme ceux qui sont installés par la criminalité française, par la criminalité américaine, et qui servent non pas les intérêts du continent africain, mais beaucoup plus des intérêts du bloc occidental. Voilà le problème de fond. Et de ce point de vue, il faut que ce soit les Africains véritablement qui choisissent leurs dirigeants, et non les loges maçonniques, les cercles ésotériques, ou bien les lobbies, à la fois américains, britanniques, français et autres. Il faut que ce soit n'est-ce pas, des Africains qui choisissent ceux qui vont diriger, n'est-ce pas, leur pays, qui ont une vision. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain, si vous voulez, a besoin d'un leadership, est en manque, un manque de leadership. Ce leadership était porté par ceux qui ont été assassinés, pour la plupart, notamment, le dernier c'était qui? Le dernier c'était Kadhafi qu'ils ont assassiné. Donc, aujourd'hui, et qui portait le leadership dont l'Afrique a besoin. Aujourd'hui, est-ce que nous avons véritablement quelqu'un qui peut porter le leadership du continent africain? Vous avez les Maghrébins qui ne se prennent pas pour les Africains. Ça, c'est un problème ça, c'est un gros problème. Vous avez des Éthiopiens qui ne se prennent pas pour les Africains. Ça, c'est un autre problème. Vous avez dans beaucoup d'États africains qui chassent, qui tuent, qui assassinent d'autres Africains parce qu'ils se sentent envahis par d'autres personnes qui viennent voler leurs emplois. Donc, je crois que quand vous parlez dans le contexte européen, ces contradictions ont été liquidées depuis. C'est-à-dire, déjà, allons dans les sous-régions, dans les organisations sous-régionales. La circulation des personnes et des biens est une réalité du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, vous pouvez partir du Burkina Faso au Mali, on ne vous demandera jamais un passeport. Vous partez avec votre carte d'identité. Mais dans la sous-région Afrique centrale, c'est une autre réalité. C'est-à-dire, le passeport, n'est-ce pas, de cette sous-région-là est devenu un serpent de mer. Où le déplacement des personnes et des biens, il reste une vue de l'esprit. Ça veut donc dire que si on n'a pas réglé ces contradictions, il y a un problème. Vous partez du côté de l'Afrique de l'Est, c'est presque la même situation que nous vivons du côté de l'Afrique centrale. Donc, il faut d'abord régler ces contradictions. Or, du côté de l'Europe, du côté du bloc européen, ils ont réglé cette question. C'est-à-dire, du point de vue, lorsqu'ils sont
dans une rencontre internationale, ils ont une convergence d'intérêts, ils ont une convergence de vues. Parce qu'ils ont le temps de s'organiser, de s'entendre sur des questions qui peuvent être en contradiction avec les intérêts, de certains États. Or, dans le continent africain, il y a un problème. N'est-ce pas l'Occident qui est justement au cœur même de cette division entre Africains? On ne va pas également oublier que ces Africains sont victimes de menaces, de chantage, d'assassinats. Et on va dire également que les États-Unis sont souvent très, très coutumiers de ce fait. Je pense que c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à reprocher aux gens qui ont pris le monde en otage, avec leur pensée unique, avec leur dollar. Mais nous avons également une responsabilité. C'est-à-dire les Africains, nous, je parle des dirigeants africains, ont également une responsabilité. Si vous ne pouvez pas être capable de conduire justement la barque ou bien le bateau africain à bon port, mais vous débarquez carrément. Vous laissez quelqu'un d'autre qui a peut-être la possibilité de le faire et le courage de le faire. J'entends dire quelquefois que non, les révolutions ont réussi au Mali, peut-être au Burkina Faso, parce que c'est les militaires. Je voudrais bien croire. Mais combien que on n'était pas un militaire? Tout le monde n'était pas un militaire. Nous avons connu comme ça des visionnaires. Est-ce que, comment vous l'appelez, le mouvement n'était pas un militaire. C'était un révolutionnaire. Mais pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas être capables d'avoir le courage? Parce qu'ils sont menacés, non, ils sont victimes de chantage. Non, le problème c'est que ils ont peur d'être assassinés. Non, le véritable problème c'est qu'ils sont tenus. Ils ont signé des accords très souvent personnels et qui n'engageaient en rien les États. Et c'est par là qu'on les tient. C'est une réalité. Vous en avez qui sont dans les accords, qui ont signé des accords dans les cercles ésotériques. Et ils sont tenus par cette fraternité qu'impose le milieu des cercles ésotériques. Donc, dès lors, ces accords n'engagent en rien, il faut le dire. Ces accords n'engagent en rien. Ces accords individuels qu'ils ont signés n'engagent en rien les États qui dirigent. Mais très souvent, il y a dans cette confusion où un dirigeant est fabriqué dans les lots, les cercles ésotériques, à qui on donne le pouvoir au travers des manipulations électorales, et puis il commence non pas à servir le peuple ou l'État, mais à servir d'autres intérêts. Je voudrais vous prendre l'exemple de ce que nous avons appelé par le passé Notre-Dame de Paris, qui a pris feu, je crois que c'était en 2018, en 2019. Mais vous avez vu des États, des présidents africains prendre l'argent des contribuables pour aller donner à un pays qui les pille. Attendez un peu. Qui n'en a même pas besoin. Qui les pille. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de condamnation. Ce qui est paradoxal, c'est que je n'ai pas vu les condamnations de la société civile, ni des partis politiques de l'opposition, comme c'est de coutume. Tout le monde est resté silencieux. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent des contribuables. Cet argent qui devait pouvoir servir à construire des écoles, à construire des forages pour donner à boire aux populations qui n'ont pas d'eau potable, à construire des écoles, des hôpitaux. Cet argent qui se comptait quelquefois en milliards, on va donner ça à un pays qui les pille, dont la criminalité politique est connue. Ça veut dire que nous avons un problème. Voilà une réalité factuelle que je vous présente en plein nez, M. Ngos. C'est-à-dire que, est-ce que là, quand vous voyez cette attitude, ce comportement de nos dirigeants, vous pensez qu'ils étaient obligés de le faire? Cet engagement qu'ils ont pris de prendre l'argent des contribuables dans les caisses publiques pour aller donner, comme, n'est-ce pas, contribution à la reconstruction d'une église. Soi-disant, entre guillemets. Ça nous concerne. En quoi ça concerne les Africains? Ça ne concerne en aucun cas les Africains. Voilà une réalité. Donc,
Quand je le dis, la plupart de nos dirigeants ont ce que j'ai envie d'appeler une responsabilité secondaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'engager cette rupture, cette révolution tant attendue par le peuple souverain. Est-ce que le peuple également n'est pas responsable? Bien évidemment, le peuple est responsable. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple factuel, c'est-à-dire que vous avez des dirigeants qui sont des mandataires du peuple, qui se donnent la liberté de prendre l'argent du peuple dans les caisses publiques pour aller financer une opération qui ne concerne en rien, qui n'est ni de près ni de loin concernée par nos États. Mais ces dirigeants prennent cet argent, vont le donner à un État, je dis à un État, à une population qui est arrogante, un État qui est pire, qui assassine ses dirigeants. Mais ce peuple devrait se soulever. Mais en dehors de quelques médias qui ont décrit ça, en tout cas dans le contexte camerounais, j'ai fait partie des journalistes qui ont décrit cette histoire, cette affaire. En dehors de quelques médias qui ont décrit cet état de choses, est-ce que, tout à l'heure, je vous ai convoqué un exemple. Très souvent, dans le contexte camerounais, la société civile, une certaine société civile et une certaine opposition critique pour n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que ces deux entités sont restées silencieuses devant cette situation que nous décrions? C'est une réalité que nous avons vécue au Cameroun. C'est une réalité qui a été vécue sur tout le continent africain, notamment dans l'espace francophone. En quelques secondes, Albert Lintola, ici pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste. On parle du sommet USA-Afrique. Ils iront, les chefs d'État africains, à ce sommet où certains vont dire « Nous nous sommes tournés déjà vers les BRICS, nous nous sommes tournés vers la Russie, nous n'avons plus besoin de l'Occident. » Ils vont y aller. Tout à l'heure, il vous a fait comprendre que dans le cas du sommet qui s'est tenu la semaine dernière au Botswana, ils étaient là. Vous en avez qui étaient les invités spéciaux. Et ils se gargarisaient d'être les invités spéciaux parce qu'on leur a fait la promesse d'investir dans le secteur de l'agroalimentaire, de la finance, de la sécurité, et tout ce que c'est là, de l'éducation. Comme si, en réalité, il s'agit des larbins qui ne sont pas foutus de pouvoir être entrepreneurs et inscrire leur pays dans l'émergence en utilisant les ressources locales. Mais ils pensent qu'il faut maintenir leurs États dans la soumission géopolitique, dans l'assistanat. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir continuer à les assister du point de vue financier, du point de vue sécuritaire, du point de vue militaire, du point de vue de la formation. Et pourtant, la plupart des universités occidentales utilisent l'expertise des Africains. Mais qu'est-ce que ça leur coûte de mettre en place des politiques incitatives qui puissent permettre à cette diaspora qui participe à la constitution des États européens et du bloc occidental de revenir dans nos pays, construire nos États? Parce qu'ils en sont incapables. C'est tout, ils en sont incapables. Allez dans n'importe quelle grande école, dans n'importe quelle structure internationale, vous trouverez des Africains. Allez à la NASA, n'importe où vous trouverez des Africains. Et ce sont des Africains qui sont les têtes de proue. N'est-ce pas? De tout ce qui nous est vanté dans leurs médias. Ce sont des Africains. C'est une réalité. Donc, vous avez la station spatiale africaine, je pense, qui est basée du côté d'Égypte. Ce ne sont pas les Américains qui gèrent ça. Tout récemment, vous avez n'est-ce pas, un vaisseau qui a été lancé en orbite par le Kenya. C'est une initiative kenyane. C'est une initiative kenyane. Ça veut dire que sur le continent africain, nous avons des intelligences, nous avons de l'expertise, nous avons de la ressource en tout point de vue. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est que vous avez des larbins qui ont plusieurs passeports, en réalité, ils sont même pas concernés par nos problèmes. C'est-à-dire que quand vous parlez de leurs problèmes, quand vous leur parlez des problèmes des États qui sont supposés diriger, ils sont en déphasage, ils sont étrangers. Pourquoi? Parce que vous en avez qui sont des Français, qui sont des Américains, qui sont des Anglais, qui sont des Belges, qui sont des Suisses, qui disent nos États, c'est une réalité. Donc, ils ne sont en aucun cas concernés par nos problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai l'habitude de le dire,
nous devons encore, il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires, peut-être militaires, peut-être populaires, pour dégager justement ces gens qui servent, n'est-ce pas, les intérêts des criminels, de la population internationale et non les intérêts de nos États et de notre peuple. Merci à vous, Albert Anthony. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.